sur le sujet du jour, en effet, on va parler très concrètement, on va ouvrir le bal par quelque chose de très précis, le ROI de la formation, le retour sur investissement en français, et les indicateurs clés de performance qu'on peut utiliser pour le mesurer concrètement. Alors, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on veut que nos formations soient impactantes? Ça, normalement, c'est un grand oui. Qui, par contre, sondage express, ici, a la sensation de savoir mesurer le ROI de ses formations? Ouais, vous n'êtes pas nombreux, mais bravo. Bravo à ceux et celles qui ont levé la main. En fait, en France, enfin dans le monde, pardon, pas en France, mais on a 8% des formateurs et des formatrices qui disposent d'analyses chiffrées sur l'impact de leur formation. On a également, à l'inverse, 80% des responsables formation qui, eux, ne savent pas comment mesurer l'impact de leur stratégie. Donc vous voyez qu'on est encore sur un sujet extrêmement brûlant, pourtant rebattu depuis des années. Donc pourquoi? Tout simplement parce que c'est compliqué. Alors pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué parce que tout d'abord, on doit prendre en compte 3 dimensions, 3 personnes pour ce fameux calcul du ROI. La première population, c'est la population des gens qui se forment. L'apprenant doit savoir mesurer, apprécier les progrès qu'il fait, les résultats qu'il obtient grâce à sa formation. La deuxième population, c'est la population des formateurs, ceux qui vont animer, dispenser, organiser la formation. Et puis enfin, la troisième dimension, ce sont les financeurs, ceux qui ordonnent la formation. Donc déjà, quand vous prenez l'ensemble de ces acteurs-là, vous avez sur un même sujet un prisme d'appréciation différent qui vient déjà apporter une certaine forme de complexité. La deuxième chose, c'est qu'on a des modèles qui ont été évidemment définis par le passé. On a le modèle Kirkpatrick, on a le modèle Phillips. Donc des modèles, on en a, mais on a également un e-learning qui continue de challenger ces modèles. Et nous, on vous propose aujourd'hui finalement une pyramide en 7 étages. On reviendra sur chacun des étages justement avec un indicateur précis. Mais cette pyramide en 7 étages, elle commence avec le e-learning par la simple question du déploiement et de l'attribution. Deuxième question, c'est celle de l'activation. La troisième va être celle de la satisfaction. Quatrième étage, l'acquisition de compétences, la progression. Le cinquième, l'employabilité. Et là, on va voir que ça commence à se complexifier sur notre histoire de triple interlocuteur. La sixième dimension, c'est celle du bien-être, de l'épanouissement, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, on ne forme pas que pour la performance, on forme aussi parce que les entreprises, en tant qu'organisation, on s'approprie son rôle de responsabilité sociale. On a envie, évidemment, d'investir dans ses collaborateurs et dans le bien-être de ses collaborateurs. Et puis enfin, évidemment, la notion la plus prosaïque, celle du coût, finalement, le retour sur investissement tel qu'il est défini de manière économique. Alors, on va simplifier. Et pour simplifier, du coup, on va retenir pour chacun de ces étages un indicateur clé. Ce n'est pas le seul, mais, et c'est là où j'en appelle à votre instinct de simplification, je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas, j'en appelle à votre volonté de faire simple pour pouvoir progresser et faire quelque chose. Il faut qu'on accepte de limiter le nombre d'indicateurs. On observe trop d'indicateurs, on est trop gourmand. Quand à chaque fois qu'on observe un premier indicateur, on a toujours cette tendance à se dire « Ah oui, mais il y a aussi celui-ci, il y a aussi celui-là. » C'est vrai, des indicateurs, on pourrait vous en sortir une centaine, un millier. On vous en propose 7 qui nous semblent être vraiment clés dans la mesure globale, holistique, du ROI de vos formations. Premier indicateur sur l'attribution, le taux d'attribution. Alors j'en parlais tout à l'heure en e-learning, par rapport à une formation présentielle classique, on a un challenge, on ne force pas, on n'a pas physiquement les personnes avec nous dans la salle de formation. Donc, le simple fait de déployer la formation, de s'assurer que lorsqu'un prestataire vous a fourni 1000, 2000, 5000 licences pour vos collaborateurs, l'ensemble de vos collaborateurs ont bien accès à la formation que vous avez achetée, eh bien, c'est de mesurer ce taux d'attribution. Et ce taux d'attribution, évidemment, il doit être de 100%. Chaque licence non attribuée, chaque accès que vous n'aurez pas ouvert vous coûte. Donc là, ça impacte dès le départ votre ROI. Mais surtout, et j'insiste énormément là-dessus, c'est la rapidité à laquelle vous allez déployer qui va être extrêmement importante. Vous le savez, des solutions de formation, vous en mettez en place régulièrement et
chaque sujet finalement chasse le suivant. Si vous allez passer 3 mois, 6 mois à choisir, qualifier, déployer un prestataire, finalement, vous allez le faire souvent en parallèle d'autres sujets. Et puis, au bout de 3 mois, 6 mois, là, vous serez définitivement passé à quelque chose d'autre. Il faut absolument s'astreindre à une rapidité de déploiement. Deuxième indicateur clé, l'activation. Alors là, l'activation, première aussi, autre couche de complexité, pas la première, mais pas la dernière. Autre couche de complexité, c'est sur quel temps on la regarde. L'activation, donc du coup, c'est parmi le nombre de personnes inscrites, quelles sont les personnes qui vont réellement utiliser, consommer la formation. Pareil, je rappelle qu'en e-learning, on est très 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 loin de nos formés. Donc les faire venir, les engager, leur faire faire cette primo-utilisation, puis ensuite les inscrire dans une utilisation récurrente de la solution, c'est un vrai challenge. Sur l'activation, du coup, là, ça va dépendre de la fenêtre de formation que vous vous accordez. Évidemment, si vous êtes sur une formation qui doit durer 1 mois, 3 mois, des cycles très courts, pareil, cette activation-là, vous allez devoir la contrôler sur les premiers jours. Chaque jour qui passe fait chuter vos chances d'arriver à engager massivement vos formés, vos apprenants. Si vous êtes sur des formations plus longues, on va avoir des points de contrôle plus larges. Le taux d'activation qu'on constate, et là la petite note en bas de page est très importante, sur nos utilisateurs particuliers, en fait nos utilisateurs individuels, typiquement nos utilisateurs qui sont en CPF ou nos utilisateurs qui sont sur des financements type OPCO, donc qui ont déclaré eux-mêmes spontanément un intérêt à se former, on n'atteint pas les 100%. On est à 90%. Donc déjà, il y a une déperdition en fait sur les personnes qui sont responsables elles-mêmes, qui à un moment se sont dites je vais me former et qui finalement au moment où elles ont l'outil ne l'utilisent pas forcément à 100%. Donc vous imaginez bien qu'après sur des stratégies de formation à large échelle dans des grands groupes, on va avoir des taux qui peuvent varier extrêmement. Là pour le coup, ça dépend énormément de l'implication que vous allez mettre et du degré d'obligation de la formation. Formation volontaire, on va être entre des 10 et 20%. Formation obligatoire sur des sujets perçus comme plus critiques, on va être sur des 60-70% au maximum. Troisième volet, la satisfaction. On est en formation, évidemment. Se former, c'est d'abord avoir plaisir à se former. L'engagement dans la formation, il vient du plaisir qu'on a. Alors là, on utilise un indicateur qu'on appelle le CSAT pour Customer Satisfaction. Alors, on l'utilise aussi en disant LSAT pour Learner Satisfaction, la satisfaction apprenant. On fait une enquête très simple, de 1 à 5. Êtes-vous satisfait, très satisfait, pas satisfait du tout? J'imagine que vous avez déjà vu passer ce type de formulaire. Et on va viser ici, du coup, une moyenne de 80%. Donc 80% de répondants qui seront entre 4 et 5 étoiles. En dessous des 80%, on estime qu'il y a potentiellement quelque chose à revoir sur les supports utilisés, sur le déroulé de la formation. On va retravailler l'expérience. 4e niveau, le niveau de l'acquisition de compétences. Ça y est, on a déployé, on a activé, les gens ont plaisir à se former. On arrive au moment où il faut valider progressivement l'acquisition des compétences. Alors sur l'acquisition des compétences, ça varie énormément d'une formation à l'autre. À la fin d'une formation sur la sécurité incendie, vous avez envie que 100% des participants soient capables évidemment de sortir de la pièce sans toucher à la mauvaise poignée ou en faisant attention. Sur des formations e-learning, nous, le taux qu'on va retenir, c'est un taux de 70% sur l'évaluation. Donc en fait, là, ce qu'on regarde, c'est le score qu'on va obtenir à l'évaluation finale. On ne cherche pas à ce qu'il soit de 100%. On ne retient pas 100% des informations d'une formation. Non. On en est les premiers attristés, mais c'est la vérité. Donc, du coup, on est autour des 70%. On peut descendre éventuellement à 60%, pas plus bas. L'objectif, en tout cas, c'est ce qu'on applique chez nous, 70% pour une validation, pour considérer que les compétences ont vraiment été acquises. Employabilité. Alors, l'employabilité, ça nous tient particulièrement à cœur. On en a fait notre mission, en l'occurrence, chez Global Exam. Mais de manière globale, c'est la problématique, sans doute
à la fois la plus nouvelle et en même temps la plus challengeante pour nos organisations aujourd'hui. Ne plus se contenter de former, mais être capable de démontrer, en tant qu'organisme de formation, l'impact réel qu'ont nos formations sur le quotidien du collaborateur. Et quand on parle d'employabilité, on parle aussi de performance de l'entreprise. Évidemment, c'est là où je vous dis qu'un même terme peut être regardé de manière différente selon celui ou celle qui l'apprécie. Donc on est sur un mode d'enquête à froid, à 3 mois. Après, ça peut être un peu plus long, un peu plus court, en fonction du délai d'actionnabilité de la compétence. Si c'est quelque chose où vous estimez que ça va être mis à profit directement après la formation, ça peut commencer à partir d'1 mois. Sur les langues, en l'occurrence, nous, on est sur 3 mois. Et là, on veut que 60% des personnes qui répondent à l'enquête nous disent « Oui, j'ai bien fait usage des compétences que j'ai développées, que j'ai acquises au cours de la formation. » Okay ? Et on vient vérifier comme ça l'actionnabilité de la compétence dans le quotidien du collaborateur ou de la collaboratrice. Petit chiffre à retenir et qui montre l'accélération fulgurante de ces dernières années, enfin de ces 30 dernières années en matière de compétences. 2 ans, c'est la durée moyenne aujourd'hui d'une compétence technique. Elle était de 30 ans en 1987. Alors on va beaucoup entendre parler d'IA aujourd'hui. Il y a 2 ans, l'IA, grand public, j'entends, on commençait à en parler. Voilà, il y a cette accélération de la compétence et de la péremption des compétences qui rend indispensable le fait d'aller s'assurer qu'il y a bien une actionnabilité réelle pour les collaborateurs. 6e dimension, bientôt terminée. 6e niveau du coup de notre pyramide, le bien-être. Le bien-être des collaborateurs. Quand vous déployez une stratégie de formation, évidemment, vous le faites pour de la performance, vous le faites pour de la performance opérationnelle, mais vous le faites aussi, comme je le disais en introduction, pour renforcer l'engagement de vos collaborateurs, développer la culture apprenante au sein de votre organisation. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut typiquement mesurer à travers l'évolution d'un INPS, donc d'un Net Promoter Score pour les employés, donc un Employee Net Promoter Score. C'est une enquête de 1 à 10. Vous êtes promoteur si vous répondez 9 ou 10. Vous êtes neutre si vous répondez 7 ou 8. Et vous êtes détracteur si vous répondez 0, si vous scorez entre 0 et 6. Okay, on prend les pourcentages et on va regarder du coup le pourcentage de promoteurs qu'on a sur cette enquête. Là, ça varie. Oui, là, ça varie en effet énormément de où vous en êtes de votre propre de vos propres NPS employés. Donc, ce qu'on va chercher à obtenir, c'est une variation d'année en année en montrant que le levier de la formation, le développement des compétences, a bien un impact réel sur l'engagement, le moral, l'implication de vos collaborateurs au sein de vos organisations. On a cette statistique pour compléter ici ce point qui est que 94% des employés, donc quasi-totalité, déclarent qu'ils resteraient plus longtemps dans une entreprise si elle prenait soin du développement et de ses compétences. Voilà. Je pense que le chiffre est suffisamment parlant pour nous donner envie d'investir sur ce type de sujet pendant encore quelques temps. Et enfin, on arrive au dernier volet, le volet du coût. C'est le ROI, comme je le disais là aussi tout à l'heure, le ROI le plus matériel finalement, d'aller voir concrètement si on a gagné de l'argent grâce à de la formation. Alors, tout simplement, les gains moins les coûts. Les coûts, attention, les coûts sont souvent à apprécier dans une dimension plus globale que simplement le prix qu'on a mis sur l'achat de la plateforme ou l'organisation de la formation elle-même. Donc, bien prendre en compte l'intégralité des coûts et se souvenir que le gain, aller chercher un gain en chiffre d'affaires, c'est tentant, on aimerait tous y parvenir, mais c'est souvent compliqué. Alors, on va aller chercher des gains qui sont des leviers du chiffre d'affaires, de l'efficience opérationnelle, du temps passé en réunion, par exemple. Nous, on travaille sur les langues, donc on va aller chercher du temps passé en réunion, de la conversion commerciale, de la satisfaction client. Tout ça sont des choses concrètes qui sont des leviers derrière de revenus pour l'entreprise, bien sûr. Est-ce que c'est toujours aussi compliqué? J'espère un peu moins. Voilà. Mais en tout cas, vous avez maintenant cette pyramide en 7 niveaux.
Vous avez les différents indicateurs que vous pourrez retrouver. Je pense que la présentation, le support sera accessible. En tout cas, on pourra vous le rendre accessible. Et on termine par une équation, du coup, le ROI. Le ROI, si je vous le résumais en trois idées fortes, qu'est-ce que c'est? D'une part, de l'épanouissement, la satisfaction, le plaisir à se former, et ensuite le plaisir éprouvé à s'être formé. Ça reste le cœur de la motivation, c'est le levier de motivation le plus puissant. Si vous n'engagez pas émotionnellement les personnes que vous voulez former dans leur formation, vous n'obtiendrez pas de résultats. Le deuxième levier, c'est évidemment celui de la performance immédiate. J'acquiers des compétences, deuxième niveau de performance, je les mets en pratique. Et le troisième niveau, c'est évidemment celui de la rentabilité, d'arriver à calculer quelque chose, comme je le disais, un impact concret, chiffré sur les finances de l'entreprise. Point. Merci Loïc. Reste, tu peux t'asseoir. On a le temps pour une ou deux questions, sachant que vous aurez aussi le temps pour discuter avec les intervenants pendant toute la journée et tout au long du salon. Donc il y a un micro dans la salle. Peut-être la première question. C'est toujours... Profitez bien. Ah, pas de questions? Si, là-bas, il y a une question. Juste au bout, là-bas, oui. Ah, vous pouvez vous approcher du micro, comme ça. On va c'est pour que les gens entendent la question. Oui. Voilà le micro. Bonjour, merci pour cette présentation lumineuse, hyper claire, limpide. Ma question, c'est comment vous définissez les taux? Et est-ce que c'est en fonction justement des financeurs ou est-ce que c'est générique? Oui, c'est une excellente question parce que c'est sur la définition du taux qu'on va souvent mettre le verre dans la pomme ou avoir une pomme qu'on sera tous contents de manger. Le taux, il se définit selon des standards que nous, on est capable en l'occurrence de donner parce qu'il y a des benchmarks marchés qui existent. Il y a notre propre expérience et donc du coup, il y a des taux, comme je le signalais, sur l'objet de la formation qui vont varier parfois un petit peu. La formation en langue, ça n'est pas de la formation en management ou de la formation sur d'autres sujets. Donc, des taux de marché, notre expérience personnelle et un accord fort, explicite entre les parties prenantes, engager très très tôt nos interlocuteurs au sein des entreprises pour s'entendre sur des taux. Voilà, il n'y a rien de pire que de partir dans l'idée qu'on va faire 80% d'engagement alors qu'en fait on est sur un déploiement complètement volontaire, ressources sur l'étagère, où là on peut déjà vous dire que ce ne sera pas le cas. Oui, donc là il y a encore une deuxième question. Juste là. Bonjour. Bonjour. En question très courte. Sur la partie employabilité, vous avez à peu près quel taux de retour de réponse sur les réponses à froid, juste par curiosité? Sur les réponses à froid chez nous, on est entre 30 et 50%, on va dire. D'accord. Ouais, mais Rassure. c'est pas 100%. Et on va dire sur des petites cohortes, 50%. Sur des cohortes en centaines d'apprenants, on descend à un tiers, autour d'un tiers de réponse. Merci. Bonjour, deux choses s'il vous plaît. L'acquisition des compétences, quand vous dites 70%, on sait très bien qu'avec les e-learning, on peut refaire jusqu'à obtenir 80, ça ne veut pas dire qu'on a acquis la compétence. Et deuxièmement, quand on dit qu'on l'utilise, ok, mais comment on mesure que la personne est vraiment compétente? Sur l'acquisition, alors sur le fait de refaire, en effet, là, il faut, on a l'historique. Hein. L'avantage, c'est qu'on stocke toutes les données. Donc, de toute façon, on peut retrouver le premier score. Donc, on va se fier au premier score. On encourage, par contre, les gens à refaire. Quelqu'un qui refait son évaluation parce qu'il est déçu de son score, c'est quelqu'un qui a envie, finalement, de se prouver qu'il est capable de faire mieux, qui va peut-être refaire des activités du parcours. C'est aussi l'avantage du e-learning, c'est cette accessibilité de la ressource. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'encouragé. Et la deuxième partie de votre question? Comment mesurer que la personne est vraiment compétente? Alors, vraiment compétente. On a donc du coup cette enquête à froid, cette déclaration, mais surtout on a un dialogue après continu. Généralement, on essaye de s'inscrire dans un dialogue continu avec nos interlocuteurs côté RH. Et là, on va faire un suivi
une appréciation de ce que eux observeront finalement dans le quotidien de l'entreprise. Merci. Je vous en prie. Oui, bonjour. J'ai une question par rapport au NPS et le bien-être. Quelle est la question que vous posez là-dessus? C'est recommanderiez-vous, c'est ça? Alors, c'est une question qui est posée par l'entreprise. Donc généralement, c'est l'entreprise qui va décider de sa terminologie. En fait, j'ai parlé de INPS. L'INPS, c'est le score un peu global. À l'intérieur des enquêtes d'engagement, au sein des structures, on va pouvoir poser des questions plus spécifiques sur la formation, l'action de formation de l'entreprise elle-même. Donc, voilà, on va poser une question sur la formation proposée par l'entreprise vous semble-t-elle adaptée à vos besoins? Avez-vous eu à disposition les outils pour vous former? Et finalement, c'est en conjuguant l'ensemble de ces scores-là qu'on va obtenir une vision complète de l'épanouissement du collaborateur, en tout cas de son appréciation du développement qui est fait de ses compétences au sein de l'entreprise. Alors, on a le temps pour une dernière question, pour rester dans le timing. Profitez-en. Sinon, vous retrouverez Loïc sur son stand, qui est indiqué d'ailleurs juste ici. Le stand U75. Oui, je vous en prie. Bonjour, alors je ne sais pas si ma question va être très claire. Vous avez témoigné du fait qu'il était difficile aujourd'hui d'avoir une bonne stratégie d'évaluation, du fait qu'il existe plusieurs types d'acteurs. Vous avez parlé des formés, des formateurs et aussi des financeurs. Parmi la liste des indicateurs que vous avez présentés, lesquels sont les plus adaptés pour, entre guillemets, séduire les financeurs? Parce que concrètement, face à un manager, un DG, on va peut-être moins s'intéresser à la question de, je ne sais pas, la satisfaction, ce genre de choses. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui peut parler un petit peu plus aux financeurs parmi ce que vous nous avez montré? Alors, sur les financeurs, nous, on a en effet les trois derniers. Vraiment, impact, employabilité, donc finalement, impact réel dans le quotidien de l'entreprise, opérationnel de l'entreprise. On a l'amélioration du climat social, l'épanouissement des collaborateurs. Et puis, on a évidemment le ROI. Donc, c'est les trois qu'on va mettre le plus en avant. Et là-dessus, on a des logiques de reporting, en effet, qui sont différentes. Donc, on adresse finalement à chacun de nos interlocuteurs le set d'indicateurs qui lui correspond le mieux. On évite là aussi d'en mettre trop. C'est tentant. Juste pour vous dire, donc en effet, on sera ravis de poursuivre l'échange avec vous sur notre stand U75. Je ne les vois pas, mais j'ai des collègues qui seront avec moi pour également répondre à vos questions. Et je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée à tous.